Madame, Monsieur, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver en cette matinée aujourd'hui, vendredi 10 octobre 2025. Il est 8 heures. Nous allons vous accompagner comme chaque matinée jusqu'à 9h30. Alors en ce moment même, il fait 18 degrés sur Alger. Vous aurez un peu plus de détails dans notre bulletin météo à partir donc ou après le journal télévisé du midi. Alors bien entendu aujourd'hui nous allons revenir sur cette nouvelle donc qui fait tant plaisir particulièrement donc aux amoureux du sport et du football. Donc ce sport fédérateur, hier l'Algérie a été qualifiée pour la 5e fois pour la Coupe du Monde après donc le match qu'elle a disputé avec la Somalie. Nous allons donc revenir avec notre amie Sarah Derbel sur ce beau match et surtout cette belle ambiance qui a régné sur tout le pays juste après le match. Et ce sera en fin d'émission, bien entendu. Et aussi, donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un événement qui aura demain, Inch'Allah, donc le 11 octobre, un événement qui a un rapport direct avec nos sœurs et nos frères, les Palestiniens, qui ont tant souffert durant plus de 70 ans et particulièrement ces deux dernières années, un match qui sera donc disputé en solidarité avec les Ghazaouis et donc c'est la diaspora algérienne qui s'est réunie autour donc de cet événement symbolique. Nous reviendrons sur ces objectifs et surtout sur après le match. Et ce matin également, nous allons nous intéresser en compagnie de notre ami Samira Hadjamar à Sigab, donc la capitale de Sifax. Et voilà, donc en compagnie de Samira. Et comme chaque vendredi, nous irons du côté de Ouargla en compagnie de notre ami Farhat Mouzaoui, donc en compagnie de ses invités. Voilà pour le programme de cette matinée. Mais avant de commencer, ce sera une chanson à l'honneur de la Palestine, d'autant plus qu'hier nous avons eu donc cette grande nouvelle du cessez-le-feu. Inch'Allah, ce sera donc la fin de toutes ces souffrances. Donc je laisse apprécier cette chanson et on se retrouve juste toujours à l'honneur de la Palestine. C'est toujours à l'honneur donc de Gaza et de Ghazaoui, comme je vous le disais au sommaire. Demain, la diaspora algérienne ou quelques membres de la diaspora algérienne se disputeront donc un match amical en solidarité avec Gaza. Et nous allons parler donc de cet événement en compagnie des organisateurs, à savoir M. Faïd Hamza. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Bienvenue. En tout cas, c'est un honneur pour moi d'être ici. Le plaisir partagé. Donc vous êtes organisateur donc, de cet événement. Exactement. Et vous êtes accompagné également de M. Abbas Laro. Bienvenue. Merci. Alors, on était en train de discuter co-organisateur, participant. Il a préféré dire participant. Absolument. Voilà, alors, finalement, c'est tout le monde qui participe, même l'organisateur. Exactement. Marhaba bikoum, en tout cas. On va essayer bienvenue en tout à vous, effectivement. Alors, bienvenue à vous. Marhaba bikoum. Félicitations déjà pour l'événement que vous allez organiser, pour l'initiative elle-même. Il faut dire que nos sœurs et nos frères les Palestiniens en ont vraiment besoin. Exactement. N'est-ce pas, ne serait-ce que de ce petit geste, des petits gestes comme ça, symboliques, ça réconforte toujours. Alors, M. Faïd Hamza, parlez-nous un peu de cette initiative. D'où vient-elle? Bon, en fait, c'est vraiment une initiative qui est venue de LinkedIn, puisque je suis beaucoup présent donc, sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'avais fait un podcast avec un ami qui s'appelle Safir El Hadef. Et en fait, on avait fait justement, moi dans le cadre de mon podcast, si vous voulez, il y a une épreuve de football. D'accord. Donc en fait, j'interroge. Et votre podcast, il parle de quoi? Donc mon podcast, c'est un podcast qui met en avant vraiment les chefs d'entreprise, que ce soit de la diaspora ou même de tous les pays. C'est vraiment un podcast international. Et voilà, tout ce qui est succès, réussite, échec d'une entreprise. Donc voilà, ça s'appelle Zarmat a créé ta boîte. Et en fait, c'est vraiment venu d'un post LinkedIn où j'étais avec une personne et on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas faire un match de foot? D'accord, vraiment, c'est parti d'un post. On en parle tellement, alors pourquoi ne pas passer au terrain? Exactement. Et donc, je me suis dit, bah attends, match de foot, en ce moment, c'est vrai que Gaza a vraiment besoin de, de notre solidarité. Et donc, du coup, bah, je me suis dit, bah tiens, bah, autant tant qu'à faire, autant faire un match de foot et mettre pour pouvoir aussi récolter des fonds pour Gaza, parce que voilà, comme on a aussi une visibilité, que ce soit moi-même ou toutes les personnes qui ont été invitées. Donc je me suis dit, bah, tiens, bah, pourquoi pas faire un match de foot et en même temps faire des récoltes de fonds pour Gaza. Voilà, donc l'idée elle est vraiment venue de LinkedIn. Vraiment, c'est venu comme ça, d'un post LinkedIn. Et bien évidemment, bah, depuis, bah, j'ai eu vraiment
de l'enthousiasme par rapport à ça, parce que c'est vrai que les Algériens sont très, voilà, c'est vraiment une cause qui est très. D'ailleurs, la preuve, hein, quand j'en ai parlé avec Abbas tout de suite, ça a connecté. Hein, il m'a dit, bah écoute, alors justement, moi, ça a connecté pour Abbas Laroub. Alors parlez-nous un peu, lorsque donc Faïd Hamza vous a parlé un peu de cette initiative, quelle a été votre réaction, comment donc vous vous êtes organisé déjà pour concrétiser l'événement? Ça a été très très naturel. C'est très très naturellement que j'ai pris contact avec Hamza pour dire comment on fait pour participer, comment on fait pour prendre donc, finalement, part à on ça. n'a pas pensé si on participe ou pas. On a direct pensé qu'est-ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on doit faire pour oui, exactement ça. C'est très En fait, très algérien finalement. Voilà, c'est ça, exactement. Oui, surtout que ce qui se passe actuellement, ce qui s'est passé récemment à Gaza nous rappelle un petit peu notre histoire à nous Algériens. En plus, ouais, c'est vrai. Où il y a eu de la famine, il y a des villages qui ont été, des villes, là on parle de villes entières qui a été pratiquement rasées. Donc ça touche et ça nous rappelle un petit peu des épisodes douloureux de notre propre histoire. Et forcément, on a cette empathie-là et on essaie d'aider avec les moyens dont on dispose. Donc c'est une initiative que j'ai tout de suite félicitée. J'ai demandé comment on peut faire pour contribuer un petit peu à notre niveau. Alors Faïd Hamza, ce qui est particulier dans cette initiative, c'est que vous avez essayé de réunir plusieurs personnes de la diaspora algérienne. Donc c'est tout un déplacement, c'est toute une organisation. On sait très bien donc les engagements des uns et des autres. Comment vous avez fait déjà pour organiser tous ces déplacements, pour avoir l'accord de tous les participants? Bon, en fait, j'ai simplement fait un post sur LinkedIn, puisque moi je suis très très présent en vidéo sur LinkedIn. Donc j'ai annoncé en fait que j'allais faire un match. Honnêtement, il y avait peut-être 5 participants au début, vraiment. Ça a commencé timidement. Voilà, c'est vraiment parti timidement. Et ensuite, après les gens m'ont contacté. Après, bien évidemment, j'ai aussi appelé des personnes que je connais, que je connais depuis très très longtemps. Et effectivement, il y a combien de personnes? Je crois 3 personnes donc, qui viennent d'autres pays. Qui viennent spécialement pour ça en fait. Ils se sont dit tiens, tant qu'à faire, je vais passer une semaine en Algérie. Alors comme on le dit si bien dans notre jargon, Hadja Farja. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Donc ils vont venir ici pendant une semaine. Ils se disent tiens, en même temps, je vais venir à ton événement, puis en même temps, voilà, ils vont en profiter pour aller voir leur famille. Mais j'ai pas eu vraiment d'objection. C'est-à-dire que c'est vraiment tout de suite ok, super, je viens, machin, etc. Vraiment Enfin bref, quand il s'agit de la Palestine, honnêtement, quand on parle de la Palestine en algérien, c'est tout de suite, le cœur il est là, on ne réfléchit pas. Et comme disait Abba, justement, je pense que c'est parce que c'est lié aussi à nos histoires communes. Nous aussi, on a connu ça en 62. Moi personnellement, je suis un enfant de martyr. Mon père a fait la guerre d'Algérie, etc. Donc je sais ce que c'est, quoi. Même si je vis dans un autre pays. Mais c'est quelque chose que je ressens et quand on parle de la Palestine tout de suite, c'est un sujet qui me touche, quoi, en fait. Voilà, c'est ancré en nous. Effectivement, c'est un élément identitaire à part entière. Oui, je pense. Oui, bien sûr. Oui, c'est un élément. C'est dans l'ADN. C'est dans l'ADN, effectivement. C'est dans l'ADN. Effectivement. Alors, Abbas Laroub, parlez-nous un peu. Donc, l'événement aura lieu demain, Inch'Allah. Absolument. Alors, qui sera là? Comment vous allez vous organiser? Il y a différents profils. Il y a des chefs d'entreprise, des personnes de la diaspora. Les portes ont été ouvertes, je pense, Farid Hamza peut le confirmer. On se taquine un petit peu, il y a un petit peu cette ambiance algérienne de qui va aller au goal, de qui va jouer un petit peu le rôle, de quelle équipe va gagner, comment on va s'organiser. On commence un petit peu. Ils ont fait une enquête pour dire qui est d'accord pour que Farid soit dans les goals, je pense. C'est ça qui a lancé le truc. Absolument, on a lancé ce vote-là. Donc ça reste très très bon enfant. On essaye de rendre un petit peu ce sujet qui est grave, de le prendre avec légèreté afin de réellement organiser des choses dans les meilleures circonstances possibles. Exactement. En même temps, on n'oublie pas l'importance de ce qu'il y a derrière et puis voilà, on a essayé de rassembler vraiment différents profils, des Algériens qui sont dans les startups, des chefs d'entreprise, il y a des salariés. Des sportifs aussi. Des sportifs, d'anciens sportifs, exactement, d'anciens sportifs. Donc, si je peux nommer Nessim Achechi qui est un ami à moi. Salut Nessim, si tu me regardes. Alors Nassim, c'est aussi un ami à Canal Algérie. Ah oui, exact. Voilà. Oui. D'ailleurs, quand il est venu l'année dernière quand il est parti pour annoncer sa grande aventure. Voilà, sa grande aventure pour l'Everest. Donc il y aura Nessim Achechi, il y aura des anciens joueurs, normalement de la GSK, j'espère, Inch'Allah. En tout cas, il est dans le groupe qui s'appelle Kamel Yesli.
si tu nous vois, bah écoute, viens, t'es Un challenge à voilà, relever. exactement, un challenge à relever. Il y a aussi des anciens salariés, enfin voilà, des personnes avec qui moi je travaille dans mon domaine d'activité. Donc voilà, on est sportifs, salariés et chefs d'entreprise, quoi. Voilà. Ah, donc Et, différents profils, effectivement, et c'est la même cause Voilà, qui vous exactement. rassemble Tout à finalement, fait, qui vous tout à fait. lie autour d'un même objectif. Alors, donc l'événement aura lieu demain, Inch'Allah, le 11. Inch'Allah, ouais, demain, Alors, ouais. après, donc maintenant, on a parlé un petit peu de l'avant, du pendant, bon, on verra demain, mais qu'en est-il finalement de l'après-match? Parce Bah, qu'il y a au fait un message que vous allez véhiculer à travers ce match. C'est-à-dire, une fois que le match est terminé, on ne va pas de suite oublier. Il y a certainement un travail qui va se faire après. Bah après, ça va être surtout la récolte de fonds parce que Oui. voilà, c'est ça qui est le plus important, c'est de choper des images, enfin, voilà, du match et surtout que chacun, parce que comme on a chacun une communauté, on va dire sur Internet. Moi, c'est plus sur LinkedIn, peut-être il y en a d'autres, ça va être sur Instagram, peut-être d'autres sur TikTok. Donc après, c'est vraiment d'aller récolter des fonds concrètement, parce que la cagnotte que j'ai ouverte, je l'ai ouverte pour l'instant à 10 000 euros. D'accord. Donc après, bon, l'association avec laquelle je travaille, elle m'a dit, bah, écoutez, si après vous voulez l'ouvrir à plus, nous, vraiment l'objectif, c'est de récolter des fonds. D'accord. C'est le but, c'est ça. Même si effectivement, comme disait Abbas, c'est très bon enfant. Voilà, on y va aussi pour passer un bon moment, parce que les gens s'apprécient en vérité. Certainement. J'ai rassemblé beaucoup de personnes, mais j'ai remarqué que les gens se connaissent en fait en vrai. À part quelques-uns, mais vraiment les gens ils se connaissent. Donc pour nous c'est un bon moment aussi, mais vraiment l'objectif c'est, je vous dis vraiment, c'est de focuser sur poster des posts sur les réseaux sociaux et pourquoi pas voilà, Canal Algérie, et pour récolter, pour arriver à notre objectif de 10 000, 20 000, enfin bref. Voilà, aider tout ce qu'on pourra récolter, effectivement, ne pourra qu'apporter finalement une pierre à l'édifice, effectivement, au Razavi. En tout cas, bravo pour votre initiative. Rendez-vous pris demain, Inch'Allah. J'espère que vous nous rappelez rapidement le lieu. C'est, rappelle-moi, c'est El Rachol. Voilà, c'est El Rachol, très bien. Ben, on vous souhaite très très belle réussite pour ce que vous allez entreprendre. Bravo encore une fois. Merci d'avoir été parmi nous ce matin. Donc, Faïd Hamza, vous êtes organisateur, et aussi Abbas Laro, vous êtes co-organisateur, et vous participez tous les deux au match. Merci beaucoup. Merci. Encore une fois, très très belle réussite pour tout ce que vous allez entreprendre. Et on continue. Et cette fois-ci, nous allons aller du côté de Tiaret, visiter cette magnifique ville qui abrite d'ailleurs la plus grande gymenterie en Algérie, et on se retrouve juste après pour retrouver notre amie Samira Hadjamal. Voilà.
Et voilà, c'était donc une virée du côté de Tiaret. Et cette fois-ci, on retrouve notre amie Samira Hadjamar qui va nous emmener pas très loin, hein, n'est-ce pas? Aïn Mouchent. Aïn Mouchent, on n'est pas très loin. Samira, bonjour. Bonjour, Noël. Comment ça va? Très très bien. Ça se passe bien? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors on ira à Aïn Mouchent et ce sera juste après ça. Juste après ça. C'est quoi? Je sais pas. Et Aïn Mouchent, Oui. destination pour aujourd'hui. Très belle région, très très belle histoire, des lieux historiques, des monuments, des vestiges qui ont beaucoup marqué Des le paysages féeriques aussi. féerique, bien sûr. À couper le souffle. Le Bahar, mais pas que. Hein. Il y a entre autres, À côté les petites montagnes, la forêt. il y a l'île de Rujgoun par exemple, qui détient des ruines, enfin des traces du passage des Phéniciens. Et juste en face de cette île, justement, il y a le mausolée royal de Siga. Donc il est à 220 mètres d'altitude. C'est sur un mont, la colline de Skouna. On est sur le territoire de Sifax, du roi Sifax, donc de la tribu des Maasai Sils. On est à l'époque de l'Algérie numide, hein. Donc la Numidie qui s'étalait sur tout le nord de l'Afrique. Donc ça allait jusqu'à la Tunisie et même au-delà des frontières actuelles. Donc on le voit, c'est le mausolée de... Alors, on dit du roi Sifax, mais c'est pas, il est attribué plutôt à Vermina. Vermina est le fils de Sifax. C'est celui qui a régné, c'est celui qui est sur la gauche, donc Vermina, et de l'autre côté, c'est le roi Sifax. C'est des représentations. On le sait parce qu'il y a eu... Siga a été un centre important de... Ils ont frappé des pièces. Donc, il y avait des ateliers pour la monnaie. Pourquoi j'en parle? Pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce qu'il est dans la liste indicative présentée par l'Algérie cette année, en avril 2025. C'est très important. C'est pas le seul, hein, le mausolée Siga. Nominative pour? Alors, c'est sur la liste indicative de l'UNESCO. L'UNESCO l'a publié sur son site. Et ce qui va suivre, ce sont des dossiers pour la confirmation, enfin pour l'inscription comme étant un patrimoine mondial donc protégé déjà. Ils sont protégés, ces monuments, parce qu'il y en a 6. Il y a celui du tombeau de la chrétienne, il y a les djedars de Tiaret, il y a Imedrassen bien sûr, il y a le mausolée de Siga et le tombeau de Massinissa. Donc il y en a à peu près, il y en a plusieurs, hein. Mais c'est ceux-là qui ont été inscrits. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité du mausolée de Siga ou le mausolée royal de Bnirnen? Parce que, alors, on est à Oul-Hassa, Al-Graba, on est dans le village, au pied du mausolée, il y a le village de Abdelkader. Voilà, et avant, il y avait bien sûr, il s'appelait Bnirnen. Donc celui qui l'a découvert, on a vu passer sa photo, Gustave Guillemot, l'a nommé par rapport juste aux gens qui habitaient à ce moment-là, le village. Donc c'est le mausolée de Siga, le mausolée royal de Sifax, et aussi le mausolée royal de Bnirnen. Voilà. Qu'est-ce qui fait sa particularité? Et l'un des critères de son inscription dans cette liste, c'est que ce mausolée n'a jamais été restauré. Donc il est à l'état brut, tel que ces architectes l'ont conçu. Il y a plus de 2000 ans? Alors, tous ces mausolées ont été construits donc, par des rois amazirs, berbères, algériens, numides, avant notre ère. Ça va du 4e siècle jusqu'au 2e. Je crois le mausolée de Mauritanie, c'est le 2e siècle avant notre ère. Hein. Donc il y a plus de 2000 ans. Oui, voilà. Donc, il a les résisté, matériaux, l'architecture, le CNRPH qui a préparé le dossier pour l'inscription à la liste indicative a précisé qu'il n'y avait pas de réhabilitation, donc pas de ciment qui a été rajouté. C'est vrai qu'il a subi alors des premières dégradations pendant l'Antiquité, parce que les chercheurs d'or ont toujours existé jusqu'à 2014 d'ailleurs, année 2014 où il y a une très très bonne association donc à Intemouchent, les amis d'Intemouchent, qui se sont vraiment battus pour la protection de ce site, mais pas que. Il y a le CNRPH, il est placé sous la protection de l'OGOBC. Ils se sont battus pour qu'il soit plus, on va dire, dépouillé de ce qu'il contient. Le mausolée, c'est pas seulement la forme qui a été redessinée par Racob ou d'autres après lui, c'est-à-dire le cône.
c'est pas seulement comme on voit à l'extérieur, sa forme extérieure, c'est l'intérieur. Ce sont des tombes, c'est à la base des tombes, un cimetière, on va dire, qui contient parfois plusieurs tombeaux. En l'occurrence, pour celui-là, c'est 10 chambres. Il y a 10 chambres. Il y en a 2 qui sont plus ou moins plus grandes que les autres et elles communiquent entre elles. On a vu le schéma passer, on va le revoir passer. C'est ce qu'il y a en bas, c'est cette architecture. Pour le tombeau de la chrétienne, il est circulaire. Pour celui-ci, il est un peu, je sais pas comment, en demi-lune, en arc. On va le revoir passer. Il a été retrouvé un des squelettes, c'était dans les années 70 avec le... Alors, Moner Bouchneri, qui à l'époque était conseiller à l'UNESCO, donc du directeur général du patrimoine à l'UNESCO. Il a fait des découvertes, il a trouvé des poteries, il a trouvé, enfin des tessons poteries, il a trouvé des choses, et il a trouvé entre autres ces ossements. On peut les retrouver au musée d'Intimoshen, donc comme on peut retrouver aussi ce qui a été retrouvé du temps de Vuilmo au très beau musée de d'Oran, voilà. Pourquoi on voit... Oui, il est magnifique. Oui. Il est superbe. Pourquoi on a vu passer Scipion, Hannibal et encore une fois... C'était la question que j'allais te poser, oui. Je les vois défiler. Parce que ce lieu a été le mausolée, enfin la région de Siga, c'est tout un complexe. Hein. Il y a une carrière juste en bas où il y avait des rituels qui étaient pratiqués juste à côté du mausolée. Donc ça s'étend jusqu'à Jkoun et tout n'a pas été fouillé. Ce lieu rappelle qu'il y a eu des négociations de paix entre Hannibal, Scipion l'Africain et Syphax. On rappelle qu'à l'époque, les 2 empires qui se battaient à mort, c'était Carthage et Rome. Tous veulent l'expansion vers l'Afrique du Nord, donc partout, hein, ils sont allés partout. Et c'est aussi des affrontements entre les Massiles, donc Massinissa, fils de Gaïa, et Syphax. Ils se sont battus. Pourquoi ils se sont battus? Ce sont des Numides, ce sont des tribus, des confédérations Numides toutes les deux. Ils se sont battus juste pour l'autorité. Donc il y avait des moments où l'un était avec Carthage, puis changé, était avec Rome, et c'était valable pour les deux. Ouais. Après, bon, Syphax s'est marié avec la fiancée de Massinissa, ils se sont pas entendus, c'était la guerre jusqu'à la fin. Syphax est enterré, il a été fait captif. Donc après la bataille des plaines, c'est Vermina qui l'a remplacé. Et on va dire, il a été emmené à Rome. Tous les rois qui ont perdu, enfin tous les souverains qui avaient perdu à l'époque, étaient emmenés à Rome, on les faisait passer dans le forum, puis ils étaient emprisonnés. Il est enterré en Italie. Ce serait bien qu'il revienne en Algérie. Ce serait bien, voilà, qu'il revienne et qui reviennent aussi sur son territoire. Donc voilà, c'est une longue histoire. C'est pas seulement, quand on voit un mausolée, c'est pas seulement des pierres, et même les pierres ont leur importance, parce que tout ce qu'il y a autour du mausolée a été, c'est-à-dire cassé, projeté au sol, parce que des gens, déjà depuis l'Antiquité jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ont voulu... il y a des charlatans qui pensent qu'il y a des trésors qui sont enterrés dans les entrailles de la terre, du mausolée, voilà. Et pourtant, c'est un mausolée qui a toute une histoire. Il y a une très belle histoire. Très très belle histoire, effectivement. Voilà. Comme tous les mausolées, comme les Djedar de Frenda, à Tousnina, enfin voilà, ils sont magnifiques. De par la valeur exceptionnelle et dans l'architecture, la position stratégique aussi, il domine. Il y a une très belle vue d'abord sur l'île de Rujgon et puis sur les plages, je crois, il y a la Marmite, Madrid et tout, ce sont des plages magnifiques. Elles accueillent beaucoup de monde pendant la saison estivale. Voilà. Alors, on est sur l'embouchure il est juste au-dessus de l'embouchure de Tefna. Voilà, et ça va jusqu'à la plage et en face Jkoun. Voilà. Alors, j'ai pas tout dit certainement. Certainement. Mais on y reviendra lors de l'inscription, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors on attend avec impatience l'inscription finalement de ce mausolée. Je voudrais juste rappeler qu'il y a une tradition qui est extrêmement ancienne, mais qui est pratiquée à nos jours, c'est que les nouvelles mariées, à quelques jours de leur mariage, montent au mausolée donc de Siga. Elles font le tour autour du mausolée, je crois 7 fois, en espérant prospérité et que leur mariage dure très longtemps. Elles le font jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc c'est quand même un rituel très sentimental lié
à Vermina ou à Sifax ou à cette partie de notre histoire. Certainement. Donc chaque région a ses propres rituels, n'est-ce pas? Bonjour d'Algérie aussi a ses rituels, oui, bien Samira, sûr. tu sais. Et d'ailleurs, quand il y a un moment important, on se le partage. La Coupe du Monde. Et aujourd'hui, en plus de la Coupe du Monde, il y a un autre moment qu'on voudrait partager avec toi particulièrement, mais aussi avec tous nos téléspectateurs, puisque moi-même et toute l'équipe de Bonjour d'Algérie, de la Régie 7, te souhaite un joyeux anniversaire. Beaucoup de belles choses, très belle vie, Inch'Allah, beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, surtout, Samira, et qu'on se retrouve tout le temps et qu'on soit toujours unis et réunis. Autour du patrimoine. Autour du patrimoine et autour même des petites blagues, parce qu'on se raconte beaucoup de petites blagues, beaucoup de petites anecdotes en coulisses, n'est-ce pas, Samira? Merci à toute l'équipe. En tout cas, très très belle continuation à toi. Joyeux anniversaire encore une fois. Nour. Longue vie, beaucoup de bonheur, beaucoup de santé. Inch'Allah. Merci beaucoup, Samira. Merci. On se retrouve demain. Non, dimanche. Demain, non, donc dimanche, Inch'Allah. Donc on va se retrouver dimanche pour une autre escale. Merci beaucoup. Samira, encore une fois, on continue. Cette fois-ci, nous allons aller du côté de Ouergla, retrouver notre ami Farhat Mouzavi en compagnie de ses invités. Farhat, bonjour et c'est à toi. Bonjour Agé, bonjour à vous chers téléspectateurs, depuis la station régionale de Ouergla dans votre émission de Bonjour d'Algérie. Aujourd'hui, l'émission est consacrée au tourisme et plus précisément au potentiel touristique dans les régions du Sud. Des régions très riches en histoire, en culture et en tradition. On a le plaisir d'accueillir avec nous M. Kamal Chaïf, directeur d'une agence de voyage, qui va nous parler de la réalité du tourisme local et des initiatives en cours dans le domaine touristique. Et Mme Boukhachba Noura, directrice d'une crèche et touriste dans la région. Elle va nous donner un petit peu son avis dans la région de Ouergla et du potentiel touristique que représentent les régions du Sud. On commence avec la chanson de Badi Lala et on revient juste après. أماني دغنا بوداي ورتن سسق ودولاي ورتن هك غير دارنا دروين هاب سيغاب التهيم نغدق كل ما لغتس السكينة برو غاجلين التادالين في سركاب ونني غفنا نسبك بكلانتيني ورتين قفات يضيق عند الشركة دين تفلان يلي وراء قمنات أواضيدا دغت دولة حتى غبارة ديرنا الجغبت يهولن كيرك الدينت حارتاس يدق لك تفتيق
Voilà une des chants de Badil Allah yarhama, des chants de la région de Tamnaraset et Janet, c'est les Touaregs. Donc sans plus tarder, Madame Noura Boukhashba et Monsieur Kamal Chaib, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Donc on commence avec Monsieur Kamal. Monsieur Kamal, parlez-nous comment vous pouvez décrire le potentiel touristique dans les régions du Sud. Ben, commençons par Ouargla peut-être. Oui, oui, plus précisément. Voilà. Ouargla, c'est une très vaste région, très riche, qui a des potentiels. Elle s'inscrit dans le circuit des oasis, le circuit des Qsor aussi, puisqu'elle a l'un des plus grands Qsar habités de la région du Sud. Et donc, il y a une grande diversité, contrairement par exemple à certaines villes du Sud où il n'y a que le culturel ou que le paysager. Ici, à Ouargla, vous avez la zone humide, deux zones humides ou trois zones humides, l'une qui est à l'extérieur de Ouargla et deux à l'intérieur de Ouargla. Vous avez les dunes de sable, vous avez le Qsar. Vous avez les palmeraies, il y a le champ des roses de sable, il y a le côté des zawiyas aussi pour le tourisme religieux, le Qadiriya, Sidi Belkhair, il y a Tijaniya, il y a tout ce potentiel. Il y a Sedrata aussi, on espère qu'un jour on la reverra. On pourra découvrir le lieu. On aura redécouvrir Sedrata parce que c'est... Et donc tout ce potentiel fait de Ouargla une destination à elle seule. Oui. À elle seule, c'est-à-dire qu'un touriste peut passer une semaine ici à Ouargla et dans la région de Ouargla, que ce soit en circuit chamelier ou en 4x4 ou à l'intérieur aussi, donc il y a aussi le musée, c'est très riche. Mais il faut vraiment un travail de remise en valeur parce que il y a des régions qu'on ne peut pas visiter parce que ce n'est pas visitable, tout simplement. De quel côté, monsieur Kamal? Du côté écologique, du côté il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup de... Vous prenez par exemple la zone humide de Hassib Ben Abdallah. Oui. Normalement, c'est la fierté de Ouargla, mais elle ne peut pas être visitée parce qu'il y a une décharge publique qui est juste à côté. Il y a aussi Sidi Belkhair, elle doit être remise en valeur, créer quelque chose qui attire le touriste. En plus de ça, c'est des zones où il y a des oiseaux migrateurs. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Ils doivent être protégés déjà. De toute façon, sur le Ramsar, ces zones-là doivent être protégées. Oui. Et ce n'est pas à la direction du tourisme. C'est un travail qui doit être chapeauté par la wilaya. Toutes les structures de la wilaya doivent s'y mettre pour rendre Ouargla une destination touristique comme elle l'était avant. Oui. C'est-à-dire qu'il faut un travail d'une année ou 2 ans, vraiment avec une stratégie, avec voilà, une stratégie de communication. Exactement, dans tous les sens, toutes les structures de la wilaya, que ce soit en matière de communication, l'environnement, le tourisme, la culture, ils doivent s'unir, créer une cellule pour rendre à Ouargla ce qu'elle avait, le rendre qu'elle joue, voilà, exactement, qu'elle soit attractive. Vous, Madame Noura, bonjour. Bonjour. Comme touriste, qu'est-ce qui vous a poussé ou vous a motivé à visiter la région de Ouargla? Bon, bah, du coup, moi, ça a été un voyage forcé, on va dire, dans le sens où mon papa il est décédé, donc ce voyage a été pour venir l'enterrer ici. Oui. Et du coup, ce voyage, pour nous, il a une connotation, on va dire, extrême, dans le sens où c'est un voyage, certes, où on vient l'enterrer, mais du coup, c'est une reconnexion avec nos racines. C'est vrai. Puisque
Je pense que c'est surtout le problème des immigrés où on a du mal à se remettre avec nos racines, puisque des fois, moi à Ouargla, je ne suis pas venue depuis 2014. Et quand je suis arrivée, j'étais choquée. Moi et mes frères, ma maman, on était choqués dans le sens où elle a quand même bien évolué par rapport depuis 2014. Donc sur l'infrastructure, par exemple, non seulement aussi sur l'hôtel Linatel Palace, puisque nous on séjourne là-bas, et en termes de structure, de services, j'ai été étonnée de Ouargla. Donc, certes, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a le métro, il y a le tram. J'étais étonnée, moi, du tram. Et en plus, c'était propre. Parce que vous avez parlé de moi, en tout cas, où c'était hyper propre. Donc, très surprise de Ouargla. C'est une découverte, en fait. Ah, c'est une agréable découverte. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve qu'elle a un potentiel qui est énorme. Oui. Elle a un gros potentiel qu'il faut travailler maintenant. Moi, comme il disait, en termes de communication, de travail de la wilaya, de continuer à proposer des infrastructures qui vont pouvoir la mettre en avant, proposer aussi au niveau du tourisme. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, comme sur des circuits au niveau du désert. Mais comme ils expliquaient, moi je ne savais pas qu'il y avait toutes ces possibilités de faire en une semaine, proposer toutes ces activités. Moi, je pensais que voilà, un petit peu la région. Moi, je connais pas du tout Ouargla. Malheureusement, à part en 2014, je suis venue, j'ai fait les dunes de sable. Je ne connais pas Ouargla. J'ai été étonnée de l'histoire du souk, de la Casbah du souk. En clair, avec ces 7 portes. Oui. Voilà. Donc, c'est un petit peu une reconnexion avec ses Exactement. racines. C'est une découverte. Ah oui, et du coup, une fierté aussi, de se dire, en fait, c'est une fierté d'être Ouargli. Ben, marhaba avec. Voilà. Monsieur Kamal, quels sont les circuits ou sites que vous, comme directeur d'agence de voyage, que vous proposez aux touristes qui viennent visiter la région? Notre premier objectif comme Visa Travel, elle fait des circuits sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble de l'Algérie, mais on concentre nos efforts plus sur le sud. Et là, comme je vous ai dit, nous avons essayé de faire des circuits à Ouargla, des circuits de 3-4 jours. Mais quand même, maintenant, c'est à la société civile, les APC, tout le monde, comme je vous le dis, de rendre à Ouargla son image réelle qu'elle mérite. Mais dans le sud, d'une façon générale, c'est une région qui fait plus de 2 fois le territoire français. Oui. Il y a une grande diversité. Le sud algérien, c'est ce qui démarque un peu les potentialités touristiques du pays. Oui. On peut venir plusieurs fois et à chaque fois découvrir une région différente. Quelque chose de nouveau, en fait. Voilà, vous avez le Tassili qui à lui seul, c'est le plus grand musée à ciel ouvert au monde. Vous allez à Lahgar, Tamaracet, où vous êtes sur la Sekrem. C'est comme une région qui est arrachée à la Lune, avec un coucher de soleil sublime. D'ailleurs, il y a des chercheurs français qui ont fait une ressemblance entre elle et la planète Mars, en fait. Oui. Je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, cet endroit où ça ressemble à Mars. Oui, c'est l'Atacor, la Sekrem. Ouais, c'est la chaîne de l'Atacor, ça ressemble un peu. Et on ne développe pas parce que vous avez le Tassili, il y a des peintures qui font comme l'idée des extraterrestres, qu'on pense qu'il y avait des extraterrestres qui étaient à un moment donné de l'histoire. Il y a des dessins un petit peu... Voilà, avec un scaphandre. Sur ces roches là. Oui, voilà. Exactement. Il y a des dessins c'est pour ça ils ont fait un petit peu lien avec les extraterrestres. Moi, je pense que l'Algérie, c'est l'Afrique qui est en Algérie. C'est vrai. C'est l'Afrique, parce que vous allez à Timimoun, les qsors de Timimoun ressemblent énormément à Timbuktu, à tous vous avez toute l'architecture de l'Afrique, elle est là.
Et il faut prendre aussi en compte que cette région était habitée par des dinosaures, il y a des restes, il y a des traces qui sont encore bien... Oui, il y a des gravures depuis l'Atlas saharien jusqu'à l'extrême sud. Vous avez l'éléphant, vous avez l'autruche, vous avez le rhinocéros, enfin pratiquement tout... En fait, à Janet ou à Tassili Nadjer, on a des dessins depuis que le Sahara était vert. Humide, oui. En fait, c'était une forêt. Et il y a des représentations rupestres donc, et des dessins où on montrait ça. Oui, jusqu'à ce que cette forêt-là devienne désert. Exactement. Il y a pratiquement toute la faune actuellement, toute la faune de l'histoire, que ce soit ceux qui vivent dans des zones humides, il y a des poissons, il y a même des poissons qui sont rescapés jusqu'à maintenant qui vivent. Vous avez le crocodile, vous avez le rhinocéros, vous avez l'hippopotame, tout est représenté, c'est-à-dire qui reflète un Sahara humide et aussi il y a les forêts pétrifiées. Il y a des troncs d'arbres immenses qu'il faut 3-4 personnes pour... Même il y a le dessin des 3 girafes qui est très connu. Voilà, oui. Il se trouve où ce dessin? Il y a les singes aussi. À Janet. Toujours à Janet. Oui, à Janet. D'accord. En fait, quand on visite, c'est comme si on était dans un livre d'histoire. Exactement. C'est une encyclopédie. Voilà. C'est une encyclopédie réelle. Donc, Madame Mora, selon vous, que peut-on améliorer dans ces régions-là pour être un petit peu plus attractif vis-à-vis du touriste? Moi, je pense qu'il faut communiquer beaucoup et un travail avec, que ce soit la PC, la Wilaya, sur toutes les opportunités de circuit et avec un gros travail aussi avec les agences, de proposer toutes ces activités. Mais après, voilà, tout est dans la communication. Pour moi, quand on ne le voit pas, on ne peut pas savoir. Donc, je pense qu'il y a un gros travail. L'Algérie doit mettre vraiment la lumière sur leur trésor. Parce que pour moi, le désert, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est l'encyclopédie, c'est une histoire. Vraiment, ils devraient mettre en lumière ce côté-là de l'Algérie. Eh ben, communiquez tout ce que vous avez avec vos téléphones ou n'importe quel moyen de communication pour faire connaître un petit peu ces lieux. On va voir un reportage ensemble de Tassili Nadjer et on revient juste après. L'hôtel Teniri nous a organisé une virée au fin fond du Tassili Nadjer. On serait accompagné d'un guide et d'un archéologue, M. Samadi, qui va nous faire découvrir ce lieu riche en histoire. Un petit imprévu, une petite panne dans la voiture. Pas de réseau, mais il y a eu plus de peur que de mal. En moins, on a profité pour prendre des photos. Donc ici, nous nous trouvons en plein cœur du parc culturel du Tassili. Et il faut remarquer que le terme Tassili, c'est un mot féminin qui désigne un endroit élevé, un endroit rocailleux élevé. Et la superficie du parc culturel du Tassili est de 138 000 km². Et il faut noter que le Tassili a été classé patrimoine national en 1972, patrimoine de l'humanité en 1982, réserve de la biosphère en 1986. Et il y a aussi une région centrale dans le Tassili, la région d'Ihrir, qui a été classée en 2003 comme étant une zone humide dans le réseau Ramsar. La particularité de cet espace géographique, c'est qu'il renferme un épisode très important de l'histoire de l'humanité et il renferme les traces de toutes les civilisations préhistoriques. Il faut noter aussi que les hommes ont peuplé cet espace géographique d'une manière presque ininterrompue depuis la nuit des temps. Donc ça nous aide aussi à décrypter tous ces symboles et tous ces détails pour pouvoir refaire la lecture de la région, refaire la lecture des peuplements qui ont vécu et qui ont laissé les traces de toutes ces civilisations préhistoriques à nos jours.
Arriver au Tassili Nadjer, c'est l'impression de marcher entre des livres d'histoire. Les visites s'enchaînent, gravures rupestres, sites archéologiques qui ont plus de 20 000 ans. C'est juste impressionnant. L'art rupestre du Tassili a connu plusieurs étapes. On suppose qu'elles sont au nombre de 4, mais l'essentiel c'est qu'il y a un fil conducteur qui nous permet de faire la lecture de l'évolution de cet art. Il a commencé d'une manière assez primitive pour aboutir à un art naturaliste où les hommes ont réussi à représenter leur monde tel qu'ils le voyaient et leur quotidien tel qu'ils le vivaient, pour revenir un peu à une certaine forme de schématisme qui va aboutir à l'écriture Tifinagh. Donc l'art rupestre du Tassili représente essentiellement des archives d'une tranche de vie de l'humanité à travers laquelle on peut faire la lecture de toutes ces civilisations de la préhistoire, du néolithique essentiellement, et le néolithique qui est considéré comme étant le fondement de notre civilisation moderne. C'est l'heure de préparer nos tentes avant la tombée de la nuit, pour un lendemain où il y aura plus de découvertes. Donc voilà, on a vu un petit peu le Tassili Nadjer. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Noura? C'est magnifique, incroyable. On se croirait vraiment pas d'Algérie. Ça change de décor. Ouais, ça change de décor et c'est rempli d'histoire. Hein. C'est vrai. C'est rempli, on voit que c'est rempli d'histoire et donc ouais, hâte de pouvoir le découvrir. Franchement. C'est une encyclopédie de l'histoire de l'homme, de l'humanité et une encyclopédie de l'histoire de la Terre. Il y a tout parce que ça remonte à presque plus de 10 000 ans, oui. L'histoire de l'être humain, oui. La présence de l'être humain depuis le néolithique, la préhistoire et le néolithique. Et par rapport à la géologie aussi, c'est l'une des régions les plus stables et les plus vieilles au monde, mais malheureusement il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites, de recherches archéologiques dans la région. Mais reste que l'avenir, parce que il y a des régions, par exemple, vous partez dans certaines régions touristiques au monde, il y a la communication, on revient à la communication comme le disait Madame Noura. Il y a des choses très essentielles dans ce. Ici, on est un peu faible, il faut le dire, c'est-à-dire qu'on est faible en communication malgré les immenses potentialités que nous avons en Algérie, mais on communique mal parce qu'il n'y a pas des bases de communication, des magazines de recherche, des magazines touristiques. Il y en a un ou deux qui font beaucoup d'efforts, mais qui n'ont pas la dimension, c'est peu. Oui. Et aussi au niveau des salons de tourisme que l'Algérie est présente, il n'y a pas encore. Il y a des efforts, c'est vrai, mais il n'y a pas encore, on n'est pas arrivé au top, parce que l'Algérie, c'est un pays continent, nous avons le tourisme saharien, nous avons le tourisme culturel, nous avons le tourisme culturel, nous avons le tourisme archéologique, et donc le monde ne sait pas toutes les potentialités pour eux. Bon, il y a le Sahara, c'est vrai que quand on parle d'Algérie, on parle de Sahara, mais encore le Sahara, c'est un peu Timimoun, c'est un peu Jeannette, mais il y a tout l'Atlas saharien, les régions de l'Arwat, Gelfal, Bayad et tout ça, ils ont des potentialités, ils recèlent des potentialités immenses, mais qui sont presque en dehors des circuits touristiques et en dehors aussi de l'intérêt. Voilà. Même de la part des agences de voyage, on ne propose pas ces circuits-là. Exactement. Et aussi, on manque encore, on n'a pas vraiment une stratégie d'évolution avec un planning, avec des objectifs, une vision, par exemple, à atteindre. Voilà, des objectifs. Parce que maintenant, le monde, avec tout ce qui se passe au monde, on voit des troubles. Et donc l'Algérie,
Et là, c'est un pays stable, c'est un pays à proximité de l'Europe, c'est un pays qui a des potentialités comme on a dit, c'est l'Afrique en Algérie. Donc, mais on est absent. Oui, c'est comme moi, par exemple, parce que moi, je suis sur Alger. Oui. Il y a le musée Bardo. Donc, grâce à ce musée Bardo, on voit quand même toute cette partie de l'histoire de l'Algérie, l'Afrique. C'est vraiment une petite partie. Une toute petite, et c'est exactement ça, parce que c'est une toute petite partie. Parce que si on donnait vraiment de l'importance à toute l'Algérie ou à la diversité culturelle en Algérie, il faudrait beaucoup pour faire découvrir ça. Ouais, moi, je pense qu'il y a un gros travail. Donc, en fait, ce serait quoi à proposer quelles sont les démarches à faire ou quelles sont les propositions à faire? Parce que certes, maintenant, on sait qu'il n'y a pas assez de visite, il n'y a pas assez de communication, il n'y a pas assez de choses qui sont proposées. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça, en fait? C'est vrai. Oui, il y a énormément maintenant avec les influenceurs, avec les réseaux sociaux. Il y a le cinéma qui est absent. Le cinéma peut jouer un très grand rôle. C'est vrai. Très, très grand rôle. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Parce que même sur la fiction, moi je dis, un film de fiction, même de fiction sur le Tassili, ça va faire un boom. Un film historique aussi. Il y a énorme. L'histoire des dinosaures, nous avons pratiquement 7 ou 8 espèces de dinosaures qui ont vécu en Algérie. Donc herbivores et carnivores, c'est des squelettes immenses. Est-ce que c'est expliqué ça, pardon, je vous coupe, est-ce que c'est expliqué ça dans l'éducation sur l'histoire de l'Algérie qu'il y a 7 dinosaures dans le désert? Mais oui, justement, c'est parce que la base, elle est là aussi. C'est vrai. Justement, il y a la base est là. Donc cette absence et le fait, parce qu'on doit être convaincu que nous avons un pays continent. Avec toute l'importance du mot, c'est-à-dire c'est pas on dit c'est un pays continent parce qu'il a la surface une grande surface. Oui, dans l'histoire aussi. Voilà, le plus grand pays d'Afrique ou le plus grand pays du monde arabe. Non, c'est parce qu'il a une richesse, il a une diversité. Et il faut que nous, on communique en fonction de cette grandeur du pays. Que lorsqu'on parle de l'Algérie, on parle d'un continent. On ne parle pas d'un petit pays. On parle de diversité culturelle, on parle de diversité et là, il faut des budgets, il faut quand on part dans un pays où il y a un salon, il faut qu'on invite des politiciens, des écrivains, des journalistes, des gens de culture pour aller dans la société, s'introduire dans la société. Il y a même les chaînes de télévision, parce que il y a beaucoup de pays, comment ils ont évolué, c'est comme ça. Lorsque tu invites une chaîne de télévision, une grande chaîne de télévision, qu'ils font un sujet, un reportage dans une région, donc les gens découvrent, et quand ils découvrent, ils vont chercher les agences de voyage de ce pays, vont proposer parce qu'il y a une demande potentielle. Et donc on va aider et essayer d'intéresser, et ça va faire une industrie, l'industrie touristique. Maintenant on parle d'industrie touristique. En fait c'est l'économie de beaucoup de pays. Exactement. Vous partez en France, c'est des dizaines de millions qui viennent, en Espagne c'est des dizaines de millions qui viennent, même dans le Nord-Afrique il y a certains pays qui atteignent les 10 millions. Mais parce que malgré qu'ils n'ont pas même pas le 1/10 de ce que nous avons comme diversité, mais concrètement ils sont là. C'est la nouvelle économie de plusieurs pays. Oui. Beaucoup de pays s'orientent vers le tourisme. Et nous, le pour moi, c'est la base. Chaque pays doit développer son propre tourisme. Exactement. Après, moi, bien entendu, nous, on est pour l'Algérie d'avoir le bon tourisme. Mais pour moi, c'est essentiel que ça représente donc le pays à l'international.
Et ça montre les valeurs du pays aussi sur le plan international. La diaspora qui est la diaspora algérienne en France, où il doit jouer le jeu parce que nous avons une grande diaspora, que ce soit en France, aux États-Unis. Et là, cette diaspora, elle est un peu, elle n'est pas impliquée dans la communication pour... Elle commence à changer, hein. On commence à mettre beaucoup l'Algérie... Mais déjà, les immigrés, quand ils viennent, avec la ils viennent l'été... Oui, investissement. Oui, dans le côté investissement, maintenant on voit qu'il y a des pays étrangers qui investissent en Algérie, alors que la diaspora algérienne sont encore hésitants. Malgré qu'il y a des efforts, le président est en train d'avantager un petit peu d'avantager, c'est une très bonne chose que la présidence essaie d'avantager les immigrés. Mais il faut faire un peu plus d'efforts, il faut... Ah oui, moi je suis pour, là vous parlez à une convaincue, puisque bon, je fais partie de ces Algériens qui se sont installés ici, suite au message de notre président. Donc je sais qu'il y a un gros travail encore à faire parce que j'ai cette communauté algérienne de la diaspora qui souhaite investir, développer, mettre en avant l'Algérie. Donc il faut mettre des choses quand même en place pour faciliter l'installation, l'installation plutôt. Et puis, je suis convaincue que l'Algérie va évoluer encore beaucoup plus avec tous ces Algériens de la diaspora qui vont venir, qui vont avoir des projets, qui vont développer et tout faire pour que l'Algérie se développe encore plus. Donc, d'ailleurs, nous, c'est ce que nous avons fait avec mon associé. Donc, voilà. J'espère vraiment qu'il va y avoir des facilités sur tous les plans. Pensez-vous que le tourisme joue un impact dans la jeunesse et l'économie algérienne? Ah oui. Pour moi, c'est un impact déjà. Je trouve que la jeunesse algérienne, elle est surdiplômée. Oui. Elle est vraiment surdiplômée. Et il manque juste les structures ou les centres de formation et de mettre des choses en place pour encore plus développer le tourisme. Donc, pour moi, il faut juste mettre les choses en place. Ils sont réceptifs et ils sont prêts à vouloir travailler. Donc, on a accepté les nouvelles idées. Exactement. Nous, on le voit de toute façon avec notre projet. Donc, on voit qu'on a des profils surdiplômés et qui sont conformes. Et qui veulent travailler. Et qui veulent travailler et qui travaillent. Oui. Et qui s'adaptent. Non, on sent que l'Algérie est dans la bonne voie. Elle est dans la bonne voie. La bonne voie, il y a beaucoup de changements, mais on ne va pas vite. C'est-à-dire qu'il y a une lenteur des fois dans les décisions, dans la concrétisation. Sûrement, doucement et sûrement. Pas toujours. C'est pas toujours parce que des fois on perd les opportunités. C'est vrai. Parce que des fois on perd les opportunités. Il faut saisir les opportunités. Actuellement, l'Algérie a d'immenses opportunités parce qu'il y a l'environnement qui est favorable sur tous les secteurs. Moi, il y a quelques jours, je discutais avec une personne étrangère qui me dit, voilà, moi, je veux faire un centre de formation, comme vous dites, pour la mise à niveau des grands responsables des grandes sociétés, des grands ministères, pour mise à niveau. Parce que ça manque des fois, tu trouves un responsable qui a de l'expérience, mais ce n'est pas encore à la hauteur demander, parce que maintenant le monde est passé à une vitesse de l'électronique, de l'intelligence l'intelligence artificielle et tout. Donc l'Algérie doit s'inscrire dans... sinon, on perd un peu Monsieur Kamal, dans le côté tourisme ou agence touristique, quelles sont les difficultés que rencontrent les agences touristiques dans les régions du Sud, on le dire? On peut dire il y a déjà le côté communication. Côté communication. En fait, c'est un point qui se répète beaucoup, donc c'est un point très essentiel dans ce côté-là. Il y a le côté information, formation plutôt, le côté formation.
Il n'y a pratiquement pas d'école, nous, pour trouver un guide diplômé, il n'y a pas de diplôme. Il y a, je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à régulariser ou faire des tests. Il y a des guides de très haut niveau, mais qui n'ont pas de diplôme et qui n'ont pas de carte de guide. Donc ça, c'est très important à régulariser. Ça fait une revendication depuis plusieurs années. Il y a quelques améliorations. C'est vrai qu'on a fait un grand pas au niveau des visas. On a fait un grand pas. Il y a une bonne réaction aussi bien au ministère des Affaires étrangères qu'au niveau des ambassades et des consulats algériens dans les régions émetteurs de touristes. Et il y a aussi la décision de M. le Président de favoriser le visa à l'arrivée. Oui. Mais il faut améliorer, il y a quelques petites lacunes à améliorer. Donc il y a ça. Et après, c'est aux agences de voyage, il y a le transport. Oui. Il y a le transport aérien qui n'est pas encore suffisant. Oui. Il y a l'investissement touristique en matière d'hôtels. Il y a une grande insuffisance actuellement. Nous avons beaucoup de mal de trouver des chambres parce que tous les hôtels sont complets, tous les vols Air Algérie sont complets. Bizarrement, il n'y a pas de guide. Tout est complet. Il y a le problème de transport parce que le parc routier, le parc de véhicules, que ce soit les bus et tout ça, il est vieux et il est très insuffisant. Oui. Des fois, on travaille dans le stress pour trouver un bus touristique, un bus digne de ce nom. On ne trouve pas. Les 4x4, le parc des véhicules 4x4 dans le sud, il n'y a presque pas. C'est vrai. Il ne peut pas. On a du mal. Des fois, ça nous arrive de refuser des groupes parce que vous n'avez pas les moyens de transport. On n'a pas les moyens de transport. C'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on favorisait dans les années 80, il y avait. Mais depuis les années 89, il n'y a pas d'encouragement pour l'acquisition des véhicules, que ce soit véhicules 4x4 ou les bus. C'est un grand problème. Même je trouve qu'il n'y a pas assez sur le désert, là, il faudrait des chambres d'hôtes. Oui. Des chambres d'hôtes, je ne sais pas, C'est-à-dire que le Sud, il a sa spécificité. Moi, personnellement, je favorise l'habitation chez l'habitant. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont adapté cette méthode. Oui. Parce que quand on est chez l'habitant, on découvre déjà la culture, les plats traditionnels et beaucoup de choses. On est vraiment dans le retour aux sources naturelles. Voilà, 100%. Et on se sent à l'aise. Voilà, et ça va un petit peu réduire la charge sur les hôtels. Exactement. Et même côté argent, ça coûte moins cher. Ça aide un peu les familles aussi. Il y a l'offre et la demande, au moins il y a une proposition. C'est le tourisme solidaire, un peu le tourisme solidaire. Les chambres d'hôtes, ça commence à se lancer, mais timidement. Voilà. Mais c'est vrai que chez l'habitant, ce serait incroyable d'avoir des propositions comme ça sur le désert. Oui. Pour moi, là, il y a vraiment un côté stratégique à le faire, quoi. Exactement, parce que des fois, quand les wilayas déterminent des régions, de zones d'expansion touristique, moi personnellement, mon avis, ça ne sert à rien parce que le fait de désigner un terrain pour les hôtels, moi, je préfère que les hôtels soient un peu éparpillés. Voilà, parce que l'hôtel, c'est un choix de région, la vue, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Donc, tu ne m'imposes pas, voilà la zone d'expansion touristique, tu fais ton hôtel ici ou pas. Donc, c'est pas évident d'accueillir aussi dans un hôtel. On préfère des fois la simplicité de... Surtout quand on va dans le désert, je trouve que l'hôtel,
C'est bien d'avoir ce type de proposition quand même, oui. Mais quand on fait un voyage dans le désert, c'est une reconnexion avec la nature, l'histoire, les racines. Voilà, et pour moi, ça doit être en lien avec chez l'habitant, avec des maisons d'hôtes ou par exemple, comme ils font, de dormir en plein air, en détente. Oui. Donc ça, c'est bien. Il y a beaucoup de touristes qui préfèrent ça. Exactement. Être dans un hôtel. Et voilà, donc il faut continuer dans ce sens-là à faire beaucoup plus de propositions parce que pour moi, il n'y en a pas assez. Même créer, parce que vous avez par exemple depuis Tamaracet jusqu'à Jeannette, il y a des centaines de kilomètres. Quand vous faites la traversée, il n'y a aucune structure. Alors, je pense qu'il y a des points d'eau, il y a des régions, il faut creuser des puits ou faire des forages et donc favoriser certains campings ou. Donc ça va créer beaucoup de circuits avec beaucoup d'aisance parce que... Et une diversité. Exactement, et beaucoup de sécurité. Ça aide à sécuriser ces régions et aussi toucher une clientèle plus large parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir au désert, mais ils ont peur du rat, de quelques petites bestioles. Ils veulent un confort, ils veulent prendre une douche. C'est vrai. Bon, il y a ceux qui veulent l'aventure, il y a d'autres. Donc, il faut tenir compte de toutes les catégories de touristes. Oui. Et justement, l'Algérie peut répondre à toutes les catégories de tourisme. On peut inclure tout. C'est bientôt la fin de... Ça serait la dernière question pour Madame Noura. Donc, en tant que directrice de crèche, Madame Noura, que voyez-vous, quelle est la nécessité de faire découvrir aux enfants en fait, leur culture, leur tradition et leur faire découvrir leurs racines en fait? Pour moi, c'est hyper important. De toute façon, comme on disait tout à l'heure, l'éducation a un rôle majeur dans tout, que ce soit sur le tourisme, que ce soit dans d'autres parties, c'est la base. Oui. Donc, et le fait qu'on ait une crèche maternelle, on est content parce qu'on commence par la base. Donc c'est important que les enfants, on leur propose dans une crèche par exemple, dans le désert, on va dire, ou dans les villes comme Ouargla, une connexion, d'expliquer l'histoire, d'expliquer voilà, il y a tant de dinosaures dans le désert, il y a tant l'histoire, elle a commencé par là. C'est hyper important parce que ça construit l'adulte de demain, en fait, de connaître ses racines. C'est la base. Merci, je vous remercie Madame Noura et Monsieur Kamal. C'est un plaisir de discuter ce sujet-là avec vous. Pour nous, pour moi aussi. Quant à moi, chers téléspectateurs, et Madame Noura, à mon nom et au nom de toute l'équipe de la station régionale de Ouargla, on vous présente nos sincères condoléances pour votre père. Merci. Et quant à moi, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous le vendredi prochain pour une autre émission et prenez soin de vous. Merci beaucoup Farhat, merci aussi à tes invités, encore une fois pour cette belle virée dans la région de Ouargla et on te retrouve vendredi prochain avec grand plaisir. Et l'événement ou la nouvelle, donc on va dire, qui ne passe pas inaperçue, hein, n'est-ce pas Sarah? Très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Donc pour les amoureux du foot et même ceux qui ne le sont pas. Hein. Heureusement pour tous les Algériens. Pour tous les Algériens. Il y a même nos frères palestiniens, nos frères arabes qui sont là à nous supporter. L'Algérie au Mondial 2026, alors, c'est quand même... On a toujours dit, Sarah, on est toujours déconnectés du football pour beaucoup d'entre nous, mais quand il s'agit d'équipe nationale, on devient tous professionnels comme par hasard. Mais c'est normal, il s'agit d'équipe nationale, c'est quand même... C'est surtout, il s'agit de la Coupe du Monde. C'est pas rien, l'Algérie qui se retrouve en Coupe du Monde pour la 5e fois de son histoire, après 1982, 1986, 2010 et 2014. 2014 où l'Algérie a brillé, a franchi le premier cap, s'est qualifié pour le deuxième tour. Donc l'Algérie se retrouve encore une fois au Mondial 2026, donc qui aura lieu... aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Donc c'est quand même un très grand événement. Surtout, il faut savoir que l'Algérie s'est qualifiée avant même la fin de la phase des qualifications. On est à l'avant-dernière journée et l'Algérie a assuré sa qualification première de son groupe avec 22 points sur les 9 matchs joués. L'Algérie a gagné 7 matchs.
C'est quand même énorme. Bravo, Vert, encore une fois. Donc, on le rappelle, c'était 3-0 contre la Somalie. Voilà, donc il faut juste rappeler que c'était la Somalie qui recevait ici en Algérie. L'Algérie a retrouvé le stade d'Oran, le stade Miloud Hetchi d'Oran, après plusieurs mois d'absence, voire après une année. Ils ont retrouvé le public oranais. Donc, l'Algérie qui s'impose sur un large score, on va dire, de 3-0. On va rappeler les buteurs dans quelques instants. On va reparler un peu de la physionomie du match. Mais avant, on va commencer par le premier supporter des Verts, le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, qui a félicité les Verts après leur victoire et a écrit sur ses réseaux sociaux. On va voir le tweet dans quelques instants. Donc nous sommes très heureux et fiers de votre qualification pour la Coupe du Monde. Vous avez redonné à tout le peuple algérien, à l'intérieur du pays et à l'étranger, le goût des grandes joies. Mille merci aux Verts. Puisse Dieu perpétuer ces moments de joie pour l'Algérie. L'a bien gardé, a écrit le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, sur sa page officielle sur les réseaux sociaux. Donc voilà, comme je l'ai dit, le président de la République est toujours derrière l'équipe nationale. Derrière tous les Algériens, bien sûr, derrière tous les Algériens également. Alors Sarah, revenons un peu à ce match, on va décortiquer en votre compagnie donc le déroulement de ce match. Voilà, donc l'Algérie qui domine largement à Oran. C'est vrai que la Somalie comptait un seul petit point. Donc c'était on va dire l'équipe la plus faible du groupe, mais n'empêche que d'après le coach national, la conférence d'après avant-match face à la Somalie, le coach avait annoncé qu'on est très déterminé, on sera très concentré, ça sera quand même un match difficile. Il a même qualifié l'adversaire d'adversaire de qualité. Donc les Verts sont rentrés très déterminés, ils ont réussi à inscrire 3 jolis buts, et celui qui s'est distingué lors de cette rencontre, c'est le jeune Mohamed Amin Amoura, donc Amoura qui a pu inscrire 2 buts. Donc c'est lui qui a ouvert le score pour l'Algérie à la 5e minute de jeu. Et on a eu aussi un grand retour, celui de Riyad Mahrez. Effectivement. Mahrez qui n'a pas marqué depuis plusieurs mois en équipe nationale. Voilà, Mahrez qui aggrave la marque pour l'équipe nationale. Je ne sais pas si on peut voir les images de joie, les images du public, les belles images qu'il y a eu à Oran. Il y a eu quand même une très très belle ambiance à Oran, des familles, les joueurs étaient très contents. On a eu quand même des tribunes remplies de joie, de ferveur. Voilà, déjà, on voit les joueurs. Les joueurs qui célèbrent cette belle qualification, la 7e qualification de l'Algérie, une qualification qui reste historique, puisque elle vient après 12 ans d'absence. L'Algérie retrouve la scène mondiale après 12 ans d'absence. Je le disais, je vais rappeler juste les buteurs. Je parlais de Mohamed Amin Amoura qui ouvre le score à la 5e minute de jeu, Mahrez qui aggrave à la 18e minute de jeu. Et c'est en deuxième mi-temps que Amoura s'offre le doublé et offre le 3e but, le dernier but pour l'Algérie à la 57e minute de jeu. Donc l'Algérie qui termine officiellement en tête du groupe G et avec 22 points, Nour El Houda, 22 points, première du groupe, comme je le disais, 7 victoires. Un match nul et une défaite, un bilan plus que satisfaisant. Elle est suivie par l'Ouganda qui a remporté son match d'hier également avec 18 points. Le Mozambique 15 points, la Guinée 14 points, le Botswana 9 points et enfin la Somalie, notre adversaire du jour qui compte un seul petit point. Victoire haut la main, hein, Sarah. Très très belle victoire avec l'art et la manière. Peut-être qu'on aurait pu inscrire plus de buts. Il y a eu beaucoup d'occasions, mais... Elle est gourmande, Sarah. Hein. Elle reste gourmande, Sarah. Après, c'est normal. Après, l'adversaire a joué, on va dire, avec un bloc bas. Je vais essayer d'expliquer. L'adversaire a essayé de fermer un peu sa défense, on va dire. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'arrive à suivre, ça va, j'arrive à suivre. Voilà, quand il s'agit de l'équipe nationale, ça va, je me réconcilie avec le football. Ça va, et ça va, là, tu es contente par rapport à cette victoire. Et comment? Tu as vu le match un peu? Alors, j'ai pas vu le match, mais je regarde jamais les matchs pour être honnête, jamais je regarde les matchs. Ça te stresse peut-être? Énormément. Alors là, je vous raconte pas les crises d'angoisse, je vous raconte pas le nombre de cafés que je risquerais de prendre en un seul match, alors je préfère ne pas regarder, mais au fait, le secret, c'est que je suis là, devant la fenêtre,
À écouter, à écouter les voisins. Les voisins s'ils crient, donc c'est bon signe. C'est que c'est bon. Ok, c'est bon signe. Très bien. Et après, quand c'est à la fin, je vais directement... Vous sortez peut-être? Non, je ne sors pas. Je ne sors pas forcément, mais je vais directement sur Canal Algérie pour voir les scores. Voilà. Là, par contre, je ne peux pas attendre jusqu'au lendemain. Voilà, et bien très bien. Donc voilà, on va rappeler le score. L'Algérie qui a battu la Somalie pour le camp de l'avant-dernière journée des qualificatifs de la Coupe du Monde. 3-0, 2 buts signés Mohamed Lamine Amoura et Riyad Mahrez. L'Algérie qui termine à la tête du groupe G avec 22 points et signe son grand retour au Mondial 2026 qui aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada. D'ailleurs, dans quelques instants, on va écouter le coach national, mais avant ça, on va juste faire un petit rappel historique. Après avoir battu le Nigeria pour se qualifier à la Coupe du Monde de 1982, la Tunisie par la suite pour se qualifier au Mondial 86, où l'Algérie a fait quand même une très très belle prestation. On a eu aussi l'Égypte en 2010 et le Burkina Faso en 2014. Là, l'Algérie se qualifie, on va dire peut-être c'est la plus facile qualification. Là, on est qualifié avant l'heure, avant la fin de cette phase. Il reste encore un dernier match pour terminer en beauté. Un dernier match face à l'Ouganda. Donc, qui aura lieu le 14, plutôt ce mardi, au stade Hossein Ait Ahmed de Tizi Ouzou. Là, ça sera certainement la grande fête, la fête à Tizi Ouzou. Et je ne sais pas si on peut avoir les déclarations d'après-match du coach national, où il remercie les joueurs, il revient sur cette belle victoire. Qui se sont donnés à fond, effectivement. Il parle aussi du public, le public qui était là, a donné de la force. Les Oranais étaient là, donc on a eu l'occasion de les suivre hier. Ils ont commencé à se rassembler devant le stade Miloud Hetchi Oran très tôt le matin, 9h du matin, ils étaient là alors que le match était prévu à 17h. Donc même la veille, Oran a commencé à faire la fête, on va dire. Hein. En fait déjà, une fête anticipée. Hein, voilà, finalement. une fête anticipée puisqu'on connaissait déjà que l'adversaire n'était pas quand même au top, on va dire. C'était une équipe, on va dire, abordable pour les Verts, surtout qu'ils sont derniers de leur groupe avec un seul petit point. Ne jamais sous-estimer ses adversaires. C'est clair, il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire, mais jouer ici en Algérie, avec un adversaire qui compte un seul petit point, qui a perdu tous ses matchs, on avait cet avantage-là. Les Algériens savaient que la qualification allait se faire à Oran, et les Verts l'ont fait, ils ont arraché cette qualification, une 5e participation au Mondial 2026. Et tout de suite, on va écouter le coach national Vladimir Petkovic juste après la rencontre. Et pour l'instant, pour ce moment, j'ai envie de faire des félicitations à toute l'équipe, de faire une félicitation à tout le staff et de faire une félicitation aussi au staff élargi. Et même tous les joueurs qui ne sont pas ici avec nous ce soir, parce qu'eux aussi sont avec nous, ils ont participé avec nous d'une façon adéquate, ils étaient à côté de nous, et il veut aussi féliciter ces joueurs qui ont participé à cette qualification. Voilà. On a écouté le coach national. Là, il parlait de son équipe, il a remercié tout le monde. Le mérite revient aux joueurs, au staff technique et à tous les Algériens, surtout au public algérien qui n'a pas démérité. Il a donné de la force aux Verts. Le coach national est revenu également sur la préparation du mondial. On l'écoute. Voilà, alors effectivement, c'est une victoire, mais c'est une bataille, mais c'est pas toute la guerre, hein, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc la préparation, effectivement, au mondial demande encore d'autres efforts, d'autres investissements, n'est-ce pas? Voilà, surtout qu'il reste moins d'une année pour ce mondial-là. L'Algérie devra se préparer. Il y a une CAN qui va se jouer avant, donc la préparation sera certainement très bien planifiée. Et voilà, la déclaration est prête, on va l'écouter. Je ne vais pas fêter beaucoup. Il faut tout le temps bien garder les pieds sur le terrain et avoir tout le temps un bon équilibre. Je pense que jusqu'à maintenant on a fait beaucoup, mais il y a aussi des marges d'amélioration. La première chose, c'est maintenant d'obtenir le maximum des points contre l'Ouganda. Le message vers les joueurs, il faut maintenant se mettre en évidence pendant le match contre l'Ouganda, se mettre en évidence le stage du mois de novembre, parce que les places pour la CAN et pour le championnat du monde seront très chères. Que beaucoup de joueurs ont fait jusqu'à maintenant est vraiment exemplaire. J'attends des joueurs que je connais déjà qui puissent confirmer la qualité qu'ils ont, mais je m'attends aussi qu'il puisse y avoir d'autres joueurs qui peuvent me mettre en difficulté et démontrer les qualités qu'ils ont. Vous avez vu, on a vraiment élargi beaucoup le contingent de l'équipe nationale
Et là, les joueurs doivent vraiment travailler pour démontrer la qualité qu'ils ont. Voilà, tout le monde doit travailler. Allez-y. C'est ce que j'allais dire. Il faut maintenant se concentrer sur le plus gros lot qui arrive effectivement. Et surtout, comme il a dit, vient de le dire Vladimir Petkovic, les places sont chères. On a vu quand même de nouveaux joueurs, 4 joueurs ont intégré le groupe, l'effectif des Verts, mais après, il faudra mériter sa place pour se retrouver parmi le groupe qui participera déjà à la CAN et celui qui participera au Mondial. On va rappeler aussi que l'Algérie, sa meilleure performance dans une Coupe du Monde, c'était en 2014. Après avoir réussi à se qualifier de la phase de groupe, l'Algérie s'est qualifiée au 8e de finale, au 2e tour. C'était la première fois de son histoire. Malheureusement, on a perdu contre l'Allemagne sur un score de 2-1. Mais certainement pour cette année, peut-être pour cette édition de la Coupe du Monde, l'Algérie tentera d'aller peut-être le plus loin possible, montrer qu'on est capable. Et c'est vrai que l'Algérie figure en ce moment parmi les meilleures équipes du monde. On a quand même les meilleurs joueurs au monde. Et l'Algérie peut aller le plus loin possible, surtout s'il y a quand même une préparation bien planifiée. J'espère que la CAN ne va pas impacter sur le rendement des joueurs, mais espérons que ça sera bénéfique pour les Verts. Et on va rappeler qu'il reste encore un autre match, donc même si le ticket du mondial est en poche, le dernier match de cette phase de qualification, donc le dernier match face à l'Ouganda, qui se jouera ce mardi au stade Hussein Ait Ahmed de Tizi Ouzou, donc à partir de 17h, et ça sera une occasion pour les Verts pour confirmer leur suprématie déjà, pour confirmer qui sont les meilleurs de leur groupe. Il faut rappeler aussi que 2 autres nations africaines se sont déjà qualifiées, ils ont déjà assuré leur qualification. Il s'agit de la Tunisie et de l'Égypte, donc Algérie, Tunisie, Égypte en Coupe du Monde. Et finalement, c'est l'Afrique du Nord qui le prend. Voilà, c'est pour l'instant. La phase des qualifications n'est toujours pas terminée. Donc pour l'instant, il n'y a que 3 nations qui ont assuré leur qualification avant le terme de cette première phase. Donc voilà, ça sera certainement déjà la fête à Tizi Ouzou ce mardi avec une qualification en poche. L'Algérie qui assure sa qualification. Donc ça sera certainement un match qui se jouera à guichet fermé. Certainement. Voilà. Déjà, le match d'hier s'est joué à guichet fermé. Le match et le stade était plein à craquer. Le public était là. On a vu les familles des joueurs. Il y avait même des personnes âgées présentes. Les grands-parents des joueurs sont venus les voir. Donc c'était vraiment une très très belle ambiance hier à Oran Nord. Donc la dernière participation remonte à 2014 au Brésil où l'Algérie a atteint les 8e de finale. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour l'équipe nationale, sauf si vous avez une autre question. Alors oui, j'ai une autre question. En fait, j'ai une autre question, on va dire, j'ai une autre remarque ou quelque chose peut-être à apporter. La Palestine est toujours présente quelque part, n'est-ce pas? Oui, la Palestine. Alors, soit avec des drapeaux, soit avec des chansons particulières, ou encore un match qui se joue donc avec l'équipe nationale palestinienne. D'ailleurs, on a vu même la célébration des joueurs. La célébration des joueurs avec Youssef Belaïli, avec le drapeau palestinien. Les joueurs de l'équipe nationale ont toujours dédié leur victoire à la Palestine, une façon de les soutenir, de leur montrer que l'Algérie est toujours présente. Et là, il s'agit d'un autre match, celui de la sélection nationale à prime. Vous savez de qui il s'agit? Alors, c'est l'équipe des locaux. D'accord, alors là, il fallait doucement, ça va avec moi. Hein. Voilà, c'est l'équipe des locaux, donc c'est l'équipe de Medjid Bouguera. D'accord. Donc là, c'est l'équipe nationale des locaux qui va participer à la Coupe arabe prévue au 14 du 1er au 18 décembre prochain. Donc là, c'était un match amical face à nos frères palestiniens où l'Algérie a battu la Palestine sur un score de 3-0. Les buts de la rencontre ont été marqués par l'attaquant Berkane Ardouane avec un doublé à la 13e et à la 26e minute de jeu. Et c'est Adel Boulbina. Voilà, on voit le but de Adel Boulbina, l'ancien paquiste, qui inscrit le 3e et dernier but pour l'Algérie à la 35e minute de jeu sur penalty. Il y a un deuxième match prévu face à cette équipe de la Palestine. On va rappeler que le match s'est joué au stade du 19 mai 1956 de Annaba. Le deuxième match est prévu le 13 octobre à partir de 18h, donc toujours avec cette équipe de la Palestine. Donc il faut savoir que Medjid Bouguera est en train de préparer
la Coupe arabe FIFA 2025 prévue au Qatar, comme je l'ai dit, du 1er au 18 décembre prochain avec des matchs amicaux. C'est bientôt. C'est pour très bientôt, oui, dans quelques mois, moins de 2 mois, voilà, moins de 2 mois. Moins de 2 mois, donc il faut savoir que l'Algérie a remporté la première édition. Oui, la première Là, ça édition. va, vous avez l'information. Nous étions ensemble, Sarah, pour la première édition. C'est vrai, voilà. Nous étions ensemble la première édition, et bien espérant que les Verts vont peut-être maintenir, garder ce titre, revenir en Algérie avec une deuxième Coupe arabe, et on leur souhaite bon courage déjà pour leur préparation. Là, ils sont en train de se préparer, le coach est en train d'essayer de nouveaux joueurs, 12 nouveaux joueurs ont intégré le groupe pour ce stage du mois d'octobre. Donc il reste encore 1 mois et demi de préparation, espérant que l'Algérie sera prête pour cette Coupe arabe prévue au Qatar du 1er au 18 décembre prochain. Et moi j'aimerais juste rappeler quelque chose, je ne sais pas si on a encore... Oui, on a encore 2 minutes. Oui. Voilà, on a encore 4 minutes, on va parler... 2 petites minutes. 2 Ah, 2. Voilà, ça va me suffire. On va parler du jeune Mohamed Amin Amoura. Moi, je voulais le garder pour la fin. Donc, ce jeune joueur qui est en pleine progression. À 25 ans, il figure parmi, c'est le 2e meilleur buteur de cette phase de qualification au Mondial 2026. Derrière qui? Derrière Mohamed Salah. Mohamed Salah, qui a 33 ans. C'est un joueur qui n'est plus à présenter, le joueur égyptien qui n'est plus à présenter, qui compte 9 buts. Et on a Mohamed Amin Amoura qui se positionne à la 2e place des meilleurs buteurs. Ou peut-être, il reste encore une journée, il pourra peut-être terminer premier meilleur buteur de cette phase de qualification. Donc avec 8 réalisations, Mohamed Amin Amoura qui est en pleine progression, non seulement avec son club Wolfsburg, mais aussi avec l'équipe nationale qui nous a régalé, qui nous a offert la 5e qualification de son histoire. On est au mondial pour la 5e fois de suite. 12 ans plus tard, l'Algérie fera partie des meilleures équipes du monde au mondial 2026 prévu aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Eh ben bravo Sarah, merci beaucoup et merci aux Verts qui nous ont effectivement régalé avec cette 5e qualification. Donc très très belle continuation, on espère. Donc 2 meilleurs scores, on reste toujours gourmand, n'est-ce pas Sarah? Voilà, il reste Sarah, encore un dernier match, il faut le rappeler. Donc ça sera ce mardi face à l'Ouganda à partir de 17h au stade Hussein Aït Ahmed de Tizi Ouzou. Alors on va se retrouver cet après-midi certainement pour une émission, pour plus de détails. Certainement. Voilà. Merci beaucoup Sarah. Merci à vous. On se retrouve très très bientôt. Bravo encore une fois aux Verts. Et nous arrivons donc à la fin de notre émission. Merci infiniment.